Chapitre 6 de la deuxième partie, la civilisation de la mer. Pour développer cette analyse, il est nécessaire de procéder à une définition typologique plus précise des formes de civilisation qui ont succédé à la civilisation primordiale. Nous approfondirons tout d'abord le concept même de civilisation de la mer. Son thème caractéristique est une transposition métaphysique du concept de la femme, envisagé en tant que principe et substance de la génération. C'est une déesse qui exprime la réalité suprême. Tout être est considéré comme son fils et apparaît par rapport à elle comme quelque chose de conditionné et de subordonné, privé de vie propre, donc caduque et éphémère. Tel est le type des grandes déesses asiatico-méditerranéennes de la vie. Isis, Ashéra, Cybèle, Aphrodite, Tanit et surtout Déméter, figure centrale du cycle pélagico-minoenne. La représentation du principe solaire sous la forme d'un enfant tenu par la grand-mère sur ses genoux, c'est-à-dire comme quelque chose d'engendré, les représentations égypto-minoennes de reines ou de femmes divines portant le lotus et la clé de vie, Ishtar, dont il est dit dans un des plus anciens hymnes « Il n'y a aucun vrai Dieu en dehors de toi » et qui est appelée Ummu Ilani, mère des dieux, les diverses allusions souvent accompagnées de transpositions cosmologiques à une primauté du principe nuit sur le principe jour surgissant de son sein, donc des divinités ténébreuses ou lunaires sur celles qui sont manifestes, le sentiment caractéristique qui en résulte que l'occulte est un destin, une invisible loi de fatalité à laquelle il n'est donné à personne de se soustraire, la préséance accordée dans certains symbolismes archaïques reposant souvent sur le calcul lunaire plutôt que solaire, du temps, au signe ou au dieu de la lune sur celui du soleil, par exemple au signe babylonien par rapport à Shamash, et l'inversion, en vertu de laquelle la lune prend parfois le genre masculin et le soleil le genre féminin, l'importance donnée au principe des eaux, Zeus subordonné au Styx, l'océan générateur des dieux et des hommes, etc., et au culte corrélatif du serpent et de divinités analogues. Sur un autre plan, la subordination d'Adonis par rapport à Aphrodite, de Virbius par rapport à Diane, de certaines formes d'Osiris, transmuées de sa forme solaire originelle en dieu lunaire des eaux par rapport à Isis, de Bacchus par rapport à Déméter, de l'Héraclès asiatique par rapport à Milita, etc. Tout cela se rattache plus ou moins directement au même thème. On retrouve d'ailleurs partout dans le sud de la Mésopotamie jusqu'à l'Atlantique des statuettes néolithiques de la mer avec le fils. En Crète, la terre d'origine était appelée, au lieu de patrie, terre de la mer, particularité qui apparente cette civilisation d'une façon spécifique à la civilisation atlantico-méridionale et au substratum de culte encore plus ancien du sud. Les dieux y sont mortels. Comme l'été, ils subissent chaque année la mort. Ici, Zeus n'a pas de père et il a pour mère la substance humide terrestre. C'est donc la femme qui est au commencement. Lui, le Dieu, est quelque chose d'engendré et de mortel, ou en montre le tombeau. Au contraire, le substratum féminin immuable de chaque vie est immortel. Lorsque se dissipent les ombres du chaos ésodien, c'est la noire Gaïa, un principe féminin, qui apparaît. Sans époux, Gaïa engendre, après les grandes montagnes, l'océan et le pont, son propre mâle ou époux, et toute la génération divine issue de Gaïa, telle qu'elle est indiquée par Hésiode selon une tradition qui ne doit pas être confondue avec celle du pur culte olympien, se présente comme un monde soumis au mouvement, à l'altération, au devenir. Sur un plan inférieur, les vestiges qui se sont conservés jusqu'aux temps historiques dans divers cultes asiatico-méditerranéens permettent de préciser le sens de certaines expressions rituelles particulièrement caractéristiques de cette inversion des valeurs. Considérons les fêtes sacéennes et phrygiennes. Les fêtes sacéennes, en l'honneur de la grande déesse, avaient comme apogée le meurtre d'un être, qui tenait le rôle du mâle royal.
La destitution du viril, à l'occasion de la célébration de la déesse, se retrouve d'autre part dans l'émasculation pratiquée, comme nous l'avons vu, dans les mystères de Cybèle. Sous l'inspiration de la déesse, il pouvait arriver que les mystes, pris de frénésie, se privassent, même physiquement, de leur virilité pour lui ressembler, pour se transformer dans le type féminin, conçu comme la plus haute manifestation du sacré. Du reste, dans les temples d'Artémise, d'Éphèse et d'Astarté, ainsi qu'à Hiéropolis, les prêtres furent souvent des eunuques. L'Hercule lydien qui servit pendant 3 ans habillé de vêtements de femme, l'impérieuse Omphale, image comme Sémiramis elle-même du type de la femme divine, le fait que les participants à certains mystères consacrés précisément à Hercule et à Dionysos s'habillaient en femme, le fait que chez certains anciens germains, ce fut aussi en vêtements de femme que les prêtres veillèrent dans le bois sacré, le renversement rituel du sexe, en vertu duquel certaines statues de Nana Ishtar à Suse et de Vénus à Chypre portaient des signes masculins, cependant que des femmes habillées en hommes en célébraient le culte avec des hommes habillés en femmes, la transformation déjà mentionnée de la lune en lunus, divinité masculine, enfin l'offrande minoïco-pélagienne d'armes brisées à la déesse et l'usurpation du symbole guerrier et sacré hyperboréen, la hache, par des figures amazoniennes et des divinités féminines du Sud. Autant d'échos qui, pour être sans nul doute fragmentaires, matérialisés ou déformés, n'en sont pas moins caractéristiques de la conception générale selon laquelle le féminin, étant devenu le principe fondamental du sacré, de la force et de la vie, c'est un caractère d'insignifiance, d'inconsistance intérieure et de non-valeur, de caducité et d'avilissement qui s'associe au masculin et à l'homme en général. Mater signifie terre. Il en résulte, et c'est là un point essentiel, que c'est au même type de civilisation d'origine méridionale et à la même signification générale que l'on peut rattacher toutes les variétés de cultes, de mythes et de rites où prédomine le thème tellurique, même si l'élément mâle y figure, même s'il s'agit non seulement de déesses, mais aussi de dieux de la terre, de la croissance, de la fécondité naturelle, des eaux ou du feu souterrain. Dans le monde souterrain, dans l'occulte, règnent surtout les mers, mais au sens de nuit, de ténèbres, opposé à koiom, qui peut impliquer lui aussi l'idée générique de l'invisible, mais sous son aspect supérieur, lumineux, et précisément céleste. Il existe d'ailleurs une opposition fondamentale et bien connue entre le Déus, type des divinités lumineuses des races indo-européennes, et le Al, entendu comme l'objet du culte démonico-extatique et frénétique des races obscures du Sud, privées de toute dimension véritablement surnaturelle. En réalité, l'élément inférodémonique, le royaume élémentaire des puissances souterraines, correspond à un aspect, le plus bas, du culte de la mer. À tout cela s'oppose la réalité olympienne, inchangeable et atemporelle dans la lumière d'un monde d'essence intelligible, ou dramatisée sous la forme de divinité de la guerre, de la victoire, de la splendeur, des hauteurs et du feu céleste. Ainsi, la civilisation de la mer n'est pas sans rapport avec le totémisme au sens le plus général. Il est déjà significatif que dans la tradition hindoue, la voix des ancêtres Pitriang, opposée à la voix solaire des dieux, apparaissent comme synonyme de la voix de la mer, mais il suffit de se rappeler de la signification particulière que nous avons donnée au totémisme pour voir que le rapport des individus avec leur origine ancestrale et leur signification par rapport à celle-ci coïncident avec ceux de la conception gynécocratique en question. Dans les deux cas, l'individu n'est qu'une apparition finie et caduque, surgissant et disparaissant dans une substance qui existait avant lui et se continuera après lui en engendrant d'autres êtres également privés de vie propre. Par rapport à cette signification commune, à ce destin, le fait que la représentation prédominante du principe totémique soit masculine passe au second plan.
Du fait que c'est au totem que retourne la vie des morts, il arrive fréquemment, comme on l'a vu, que le culte des morts et celui des totems interfèrent. Mais précisément, le culte de la mère et le rite tellurique, en général, interfèrent souvent de la même façon avec le culte des morts. La mère de la vie est également la déesse de la mort. Aphrodite, déesse de l'amour, se présente aussi sous la forme de Libitima, comme la déesse de la mort. Et cela est également vrai d'autres divinités, y compris les divinités italiques Féronia et Acca Larentia. Il convient de signaler à ce propos un point d'une particulière importance. Le fait que dans les civilisations méridionales où prédomine le culte tellurico-féminin, c'est le rite funéraire de l'inhumation qui prévaut, tandis que les civilisations d'origine nordico-arienne ont surtout pratiqué la crémation, reflète précisément le point de vue dont il s'agit. Le destin de l'individu, ce n'est pas la libération par le feu des résidus terrestres, la montée, mais le retour dans la profondeur de la terre, la redissolution dans la mania mater chtonienne, origine de sa vie éphémère. C'est ce qui explique également la localisation souterraine, plutôt que céleste, du lieu des morts, propre surtout aux couches ethniques les plus anciennes du Sud. La signification symbolique du rite de l'inhumation permet donc, en principe, de le considérer comme un vestige du cycle de la mère. En généralisant, on peut établir également une relation entre la vision féminine de la spiritualité et la conception panthéiste du tout comme une grande mère où le noyau de l'être individuel se dissout et se perd comme le grain de sel, où la personnalité n'est qu'une apparition illusoire et momentanée de l'unique substance indifférenciée, esprit et nature en même temps, qui seul est réel, et où il n'y a aucune place pour un ordre vraiment transcendant. Mais il faut ajouter, et ce sera important pour déterminer le sens des cycles suivants, que les formes où le divin est conçu comme personne, mais où se trouve souligné le rapport naturaliste d'une génération et d'une créaturalité, avec le pathos correspondant de pure dépendance, d'humilité, de passivité, de soumission et de renoncement à sa propre volonté, ces formes, disons-nous, présentent quelque chose de mélangé, mais reflètent au fond un esprit identique. Il est intéressant de rappeler que selon le témoignage de Strabon, la prière, sur le plan de la simple dévotion, serait venue à l'homme par la femme. Nous avons déjà eu l'occasion d'indiquer du point de vue doctrinal que la matérialisation du viril est la contrepartie inévitable de toute féminisation du spirituel. Ce thème, qui fera comprendre le sens de certaines transformations ultérieures de la civilisation correspondant traditionnellement à l'âge du bronze ou de l'acier puis à celui du fer, permet aussi de préciser d'autres aspects de la civilisation de la mer. En face d'une virilité conçue d'une façon toute matérielle, c'est-à-dire comme force physique, dureté, fermeture, affirmation violente, la femme, par ses facultés de sensibilité, de sacrifice et d'amour, ainsi que par le mystère de la génération, put apparaître comme l'incarnation d'un principe plus élevé. Là où l'on ne reconnaissait pas seulement la force matérielle, elle put donc acquérir de l'autorité, apparaître en quelque sorte comme une image de la mère universelle. Il n'est pourtant nullement contradictoire que dans certains cas la gynécratie spirituelle et même sociale fasse son apparition non dans une société efféminée, mais dans une société belliqueuse et guerrière. En vérité, le symbole général de l'âge d'argent et du cycle atlantique n'est pas le symbole démoniquement tellurique et grossièrement naturaliste, le cycle des idoles féminines théatopiges. Le principe féminin s'y élève déjà une forme plus pure, comme dans le symbole antique de la lune en tant que terre purifiée ou céleste, ne dominant qu'à ce titre ce qui est terrestre. Il s'affirme comme une autorité spirituelle, ou du moins morale, en face d'instincts et de qualités viriles exclusivement matérielles et physiques. Là où c'est principalement sous l'aspect de figure féminine qu'apparaissent les entités qui non seulement protègent la coutume et la loi naturelle et vengent le sacrilège et le crime, mais dispensent le don d'immortalité,
on doit reconnaître précisément cette forme plus haute qu'on peut qualifier d'une façon générale de démétrienne et qui n'est pas sans rapport avec les chastes symboles de vierge ou de mère concevant sans époux ou de déesse de la croissance végétale ordonnée de la culture de la terre, comme par exemple Cérès. L'opposition entre le type démétrien et le type aphrodisien correspond à l'opposition entre la forme pure, transformée, et la forme inférieure, grossièrement tellurique du culte de la mère, qui ressurgit dans les derniers stades de décomposition et de sensualisation de la civilisation de l'âge d'argent. Opposition identique à celle qui existe dans les traditions extrêmes orientales, entre la terre pure de la femme d'Occident et le royaume souterrain de Emao, et dans les traditions helléniques entre le symbole d'Athénée et celui des Gorgones qu'elle combat. C'est la spiritualité démétrienne, pure et calme, comme la lumière lunaire qui définit typologiquement l'âge d'argent, et vraisemblablement le cycle de la première civilisation atlantique. Historiquement, elle n'a pourtant rien de primordial, c'est déjà un produit de transformation, là où le symbole devint réalité, s'affirmèrent des formes de gynécocratie effective dont on peut retrouver les traces dans le substratum le plus archaïque de nombreuses civilisations. De même que les feuilles ne naissent pas l'une de l'autre mais du tronc, de même, si c'est l'homme qui suscite la vie, celle-ci est effectivement donnée par la mère. Telle est ici la prémisse. Ce n'est pas le fils qui perpétue la race. Il a une existence purement individuelle limitée à la durée de sa vie terrestre. La continuité se trouve au contraire dans le principe féminin, maternel, d'où cette conséquence que la femme en tant que mère se trouve au centre et à la base du droit de la gens, G-E-N-S, ou de la famille, et que la transmission se fait par la ligne féminine. Et si de la famille on passe au groupe social, on en arrive aux structures de type collectiviste et communiste. Lorsqu'on invoque l'unité d'origine et le principe maternel, dont tout le monde descend d'égale manière, l'équitas devient égalitas. Des rapports de fraternité universelle et d'égalité s'établissent spontanément. On affirme une sympathie qui ne connaît pas de limite ni de différence, une tendance à mettre en commun tout ce qu'on possède et qu'on a d'ailleurs reçu comme un cadeau de la mère Terre. On retrouve un écho persistant et caractéristique de ce thème dans les fêtes qui, même jusqu'à une époque relativement récente, célébraient les déesses telluriques et le retour des hommes à la grande mère de la vie, et où se manifestait la reviviscence d'un élément orgiaque propre aux formes méridionales les plus basses, fêtes où tous les hommes se sentaient libres et égaux, où les divisions de caste et de classe ne comptaient plus et pouvaient même être bouleversées, où régnait une licence générale et un goût de la promiscuité. D'autre part, le prétendu droit naturel, la promiscuité communiste propre à beaucoup de sociétés sauvages, surtout du Sud, en Afrique, en Polynésie, et jusqu'aux Mires slaves. Tout cela nous ramène presque toujours au cadre caractéristique de la civilisation de la mer, même là où il n'y a pas eu de matriarcat et où il s'agit moins de mystovariation de la civilisation boréale primordiale que de restes du tellurisme inhérent à des races inférieures autochtones. Le thème communiste, uni à l'idée d'une société qui ignore les guerres, qui est libre et harmonieuse, figure d'ailleurs en dehors du récit de Platon relatif à l'Atlantide des origines dans diverses descriptions des premiers âges, y compris celui de l'âge d'or. En ce qui concerne ce dernier, il existe toutefois une confusion due à la substitution d'un souvenir récent à un souvenir beaucoup plus lointain. Le terme lunaire de la paix et de la communauté au sens naturaliste n'a rien à voir avec les thèmes qui, selon des témoignages multiples, caractérisent, comme on l'a vu, le premier âge. Mais une fois cet équivoque dissipé, une fois situés de nouveau à leur véritable place, c'est-à-dire non pas dans le cycle de l'âge d'or, mais dans celui de l'argent, de la mer, qu'il faut considérer comme le second âge, les souvenirs qui se rattachent à un monde primordial calme, sans guerre, sans division, communautaire, en contact avec la nature, souvenirs communs à un grand nombre de peuples, viennent confirmer d'une façon très significative les vues déjà exposées. D'autre part, en suivant jusqu'au bout cet ordre d'idées, il est possible de dégager une dernière caractéristique morphologique d'une importance fondamentale.
Si l'on se réfère à ce que nous avons exposé dans la première partie de cet ouvrage sur le sens de la royauté primordiale et sur les rapports entre la royauté et le sacerdoce, on peut constater que dans un type de société régie par une caste sacerdotale, donc dominée par le type spirituel féminin qui lui est propre, la fonction royale se trouvant reléguée à un plan subordonné et seulement matériel, c'est un esprit gynécocratique et lunaire, une forme démétrienne, qui règne, surtout si cette société est orientée vers l'idéal d'une unité mystique et fraternelle. En face du type de société articulée selon des hiérarchies précises, assumant triomphalement l'esprit et culminant dans la superhumanité royale, elle reflète la vérité même de la mère dans une de ses formes sublimées, correspondant à l'orientation qui caractérisa probablement la meilleure période du cycle atlantique, et qui se reproduisit et se conserva dans les colonies qui en rayonnèrent jusqu'au Pélage et au cycle des grandes déesses asiatico-méditerranéennes de la vie. Ainsi, dans le mythe, dans le rite, dans les conceptions générales de la vie, du sacré et du droit, dans l'éthique et dans les formes sociales elles-mêmes, se retrouvent des éléments qui, sur le plan historique, peuvent n'apparaître que d'une façon fragmentaire, mêlés à d'autres thèmes, transposés sur divers plans, mais se rattachent pourtant, dans leurs principes, à une même orientation fondamentale. Cette orientation correspond, nous l'avons vu, à l'altération méridionale de la tradition primordiale, à la déviation du pôle qui accompagna, sur le plan de l'esprit, celle qui se produisit dans l'espace, lors des mystovariations de la souche boréale originelle, et chez les civilisations de l'âge d'argent. C'est ce que doit retenir celui qui veut comprendre les significations opposées du Nord et du Sud, non seulement morphologiquement en tant que type universel de civilisation, point de vue auquel il est toujours possible de se limiter, mais aussi comme point de référence permettant d'intégrer dans une signification supérieure la dynamique et la lutte des forces historiques et spirituelles au cours du développement des civilisations plus récentes durant les phases ultérieures de l'obscurcissement des dieux.